Le rapport d'Althusser à Gramsci est vraiment complexe. Parce que nous connaissons qu'Althusser tenait un très grand respect pour Gramsci. Et il lisait Gramsci en même temps où il a commencé à lire Machiavelli au commencement des années 60. Et il est évident que toute la théorie de l'idéologie et des appareils idéologiques d'État sont un effort de part d'Althusser de penser exactement l'enjeu de Gramsci, l'enjeu des hémonies. Par exemple, il y a une analogie entre appareil idéologie d'État et appareil hégémonique. Et en même temps, l'autre côté de la contradiction, on a cette critique féroce de Gramsci dans Lire le Capital. Je crois que le problème était en ce moment-là, en ce moment particulier, et il faut toujours tenir compte qu'Althusser pensait dans les moments, pensait dans les jeux du moment, non dans une plus grande narration. En ce moment-là, Althusser voulait faire une défense de la scientificité du marxisme et aussi de la scientificité d'une théorie, de la pratique théorique marxiste. Alors, les élaborations de Gramsci sur la philosophie sont conception un peu plus dialectique, sont conception que le matérialisme historique n'est pas ni science traditionnelle, ni métaphysique classique, mais une sorte de philosophie de praxis. Pour Althusser, à ce moment-là, était un peu comme l'ennemi. Alors je crois que ça peut expliquer cette critique, on peut le dire que c'était tellement injuste, parce que s'il y a quelque chose de commun entre Althusser et Gramsci, c'est exactement cet effort profond de repenser la philosophie, penser la modalité de la philosophie et penser une autre modalité, une autre pratique de la philosophie. Et je crois que dans les années 70, dans des textes comme la transformation de la philosophie, la fameuse qu'il a présenté à l'Université de Grenade en 1976, je crois, et aussi le livre qui vient d'être paru, l'initiation à la philosophie pour les non-philosophes. On peut trouver des analogies entre Gramsci et Althusser en ce qui concerne une nouvelle pratique de la philosophie qui peut être aussi une sorte de laboratoire de nouvelles conceptions du monde. De nouvelles formations conceptuelles, on peut le dire. Je crois qu'en ce moment, même si Althusser toujours insiste sur une conception de la pratique matérialiste de la philosophie plus déconstructive, par contre, pour Gramsci, c'était toujours beaucoup plus positif. Mais pour les deux, c'est toujours une question d'élaboration, une question d'expérimentation avec de nouvelles configurations conceptuelles. Bien sûr, il y a un certain dialogue entre Althusser et Lukács en particulier. Je crois qu'il existe même une certaine symétrie en termes de questions entre l'œuvre d'Althusser, en particulier dans les années 60, la première moitié des années 60, et l'œuvre de Lukács, en particulier Histoire et conscience de classe. Ça veut dire que ce sont les mêmes questions, la question de la totalité, la question de détermination, des relations de détermination dans cette totalité, et aussi la question de la conditionnement social des formes de pensée. Ça veut dire, je crois que ce sont les mêmes questions. Mais bien sûr, les réponses sont différentes, mais je crois qu'il existe cette analogie. Et je crois que, bien sûr, la différence était réelle. Ça veut dire, Althusser tenait comme ennemi principal une certaine lecture de Hegel, une certaine lecture française de Hegel, pour être historiciste, un peu métaphysique, sur la phénoménologie de l'esprit comme un grand livre de philosophie d'histoire. Il connaissait cette tradition, et il venait, on peut dire, de cette tradition, c'était
Il a travaillé quand il était étudiant, mais je crois qu'il a fait sa rupture. Mais je crois en même temps, quand on parle des grandes questions, laissant de côté les traditions théoriques, ça veut dire que les questions, qu'est-ce que signifie une relation sociale, qu'est-ce que signifie une totalité sociale, comment articuler la singularité et la reproduction, ça veut dire les grandes questions de toute théorie sociale, sauf des bêtises néolibérales, etc. Ça veut dire comment oui, il y a des analogies. On peut avoir un certain dialogue. Par exemple, on peut avoir un dialogue avec la dialectique négative d'Adorno ou avec d'autres lectures de Hegel, comme par exemple cet courant particulier français associé avec Gérard Lebrun, les présciences des concepts. Ça veut dire aujourd'hui, on peut avoir cette forme de dialogue, mais en même temps, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'Althusser dit, parce qu'il y a toujours la force de son critique, que c'était un critique important, c'était un critique qui avait libéré, je crois, la théorie marxiste de son temps, par exemple, parce que je crois que toute cette conception d'une totalité sans centre, décentrée, d'une totalité sans ligne de démarcation avec une métaphysique d'une causalité expressive, son insistance sur l'autonomie relative des différentes instances du tout social. Je crois que ce sont aujourd'hui aussi des lignes de démarcation importantes, en particulier si on les on peut les combiner avec l'évolution d'Althusser lui-même, l'importance de cet anti-historicisme radical associé avec la notion de la rencontre et toute cette conception de l'immatérialisme aléatoire qui, à mon avis, aujourd'hui, nous pouvons les lire un peu plus dans son totalité. Ça veut dire parce que nous avons les manuscrits des années 70. Alors, je crois que la notion de l'appareil idéologique d'État était une contribution tout à fait importante, on peut me dire catalysant pour les débats non seulement sur l'enseignement, non seulement sur l'éducation, mais je crois plus général en termes de reproduction sociale. D'abord, il faut souligner que l'élaboration de toute cette conception est pour moi un aspect important de l'autocritique d'Althusser après 1966. Ça veut dire que nous connaissons que après la publication de Lire le Capital, Althusser entre dans une période d'autocritique profonde, en particulier on sait qu'on peut désigner comme un peu de structuralisme, ça veut dire une conception de structure latente qui détermine la réalité sociale. Et je crois qu'il veut c'est la négation de tout dualisme ontologique entre surface et profondeur en termes de réalité sociale. Il attend de penser dans des termes de singularité. On peut dire que c'est un tournant spinoziste. Peut-être non parce que Althusser avait lu Spinoza, mais parce que, par exemple, Pierre Maceret, qui a joué un rôle important dans cette évolution, lui, il avait lu Spinoza. Alors, c'est une pensée de la singularité des pratiques sociales. Alors, le problème est, qu'est-ce qu'il se passe avec la reproduction? Parce que le point de force du structuralisme est qu'il offre une théorie de la reproduction. Il y a des structures qui se reproduisent, alors c'est plus facile de comprendre. Et pour toute théorie sociale, ça c'est la grande question. Pourquoi, par exemple, dans cette ville, de moment en temps, 6 ou 7 millions d'hommes et de femmes
vont se réveiller et aller au travail. Ils feront la même chose. Ça, c'est une structure. Ça, c'est quelque chose qui se reproduit. Alors, c'est quelque chose d'une certaine métaphysique historique. C'est quelque chose d'une certaine structure qui est en opération ici. Je crois qu'Althusser, en particulier sur la reproduction, nous offre une autre solution. Ce qui se passe, ce sont des pratiques, ce sont des racontes, ce sont des racontes régulières. Mais ce qui garantit les reproductions, c'est l'idéologie. Ça veut dire une certaine forme de pensée déterminée socialement on peut dire que nous offre une forme de penser et de faire des choses, mais aussi, et ce qui est plus important, certains dispositifs matériels qui déterminent cette reproduction. Les appareils idéologiques. Je crois que la conception des appareils idéologiques, pour Althusser, ce n'est pas seulement une solution sur la question de l'idéologie, ce n'est pas seulement une contribution à une théorie d'État, c'est quelque chose de plus profond. Ce sont conceptions de la reproduction en termes de s'éloigner d'une conception de structure latente. Alors, ça c'est l'important pour moi. Dans ce sens, c'est vraiment important ce qu'il a offert. Et aussi parce que, contrairement à la tradition instrumentaliste de l'État, qui était aussi la tradition de l'économisme traditionnel communiste, marxiste, ça veut dire l'État comme un appareil, comme un instrument au monde de la bourgeoisie. Il nous offre qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a des appareils, ils sont traversés par la lutte des classes, ça veut dire que ça c'est pourquoi on peut avoir de certaines tendances. Ça c'était vraiment important. Mais aussi, il pouvait, quand on parle des années 60, nous parlons des années où vous pouvez lire partout dans le monde des brochures des partis communistes ou des aînés communistes qui disaient l'école c'est quelque chose de bon, on a besoin d'une école, mais la bourgeoisie tient cet instrument nécessaire dans ses mains et ils offrent aux gens des bêtises. Ça veut dire pas la connaissance, pas l'apprentissage réel. Ça veut dire aucune critique du caractère capitaliste de l'école, de l'université, etc. Alors la conception des appareils idéologiques d'État, c'était vraiment important pour offrir exactement cette critique. En même temps, et en ce point, il y a une continuité avec Gramsci. Althusser enlarge la notion de l'État. Il enlarge l'espace étatique. Ça veut dire, il nous dit que ce qu'on appelle État, ça veut dire l'ensemble des pratiques avec lesquelles la classe dominante exerce son hégémonie, son dominance politique, est beaucoup plus élargie des appareils répressifs d'État ou de la bureaucratie d'État. Alors, dans ce sens, c'était vraiment une contribution importante qui a changé, à mon avis, l'évolution non seulement de la théorie d'État, mais aussi de la théorie de l'éducation, de la pédagogie critique, etc. Mais en même temps, il avait des limites. Et les limites étaient exactement la conception des appareils idéologiques. Cette référence seulement à l'idéologie. Non parce que, bien sûr, il y a une définition de l'idéologie et ce qu'il veut dire par idéologie qui est assez élargi, même dans l'article sur les appareils idéologiques d'État, mais aussi dans les livres sur la reproduction. Mais je crois que c'était un peu limité. Et je crois que dans ce sens, aujourd'hui, on peut retourner, et en même temps aller au futur, à Gramsci, à la conception de l'appareil hégémonique. Parce que je crois que la notion d'hégémonie, dans toute sa richesse conceptuelle, qui n'est pas seulement l'idéologie, ce n'est pas seulement le consentement, c'est aussi la direction, c'est aussi
nous offre la possibilité aussi d'inclure, par exemple, le rôle économique de l'éducation. Et aujourd'hui, que nous avons une profonde mutation des appareils éducatifs, en particulier de la troisième, en particulier dans les universités, toute cette mutation entrepreneuriale, on peut la dire, qui n'est pas une simple privatisation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, un changement de la notion même de l'éducation. Alors, cette conception des appareils hégémoniques nous offre une possibilité de combiner tous ces aspects dans une critique de l'appareil éducatif et des politiques actuelles dans l'éducation supérieure. Et je crois que c'est aussi nécessaire parce que cet terrain théorique est aujourd'hui dominé, on peut le dire, par plutôt des positions post-ouvriéristes qui sont importantes. Je tiens un très grand respect pour eux parce qu'ils nous ont offert des analyses des mutations qui se passent, mais ils ne peuvent pas, comment on peut le dire, trouver l'enjeu actuel de cette transformation de l'universitaire, parce que ce n'est pas seulement l'évolution de l'université à une entreprise privée. Ce n'est pas un educational factory, c'est une fabrique d'éducation qui utilisait cette mot du factory. C'est quelque chose de plus profond. Parce que ce qui se passe, par exemple, dans une université quasi privatisée, entrepreneuriale, ce n'est pas seulement qu'on paie, ce n'est pas seulement que nous sommes aliénés de notre capacité productrice sociale. Ce qui se passe, c'est une nouvelle articulation de l'actuelle hégémonie néolibérale, une production de nouvelles subjectivités. Alors ça c'est pourquoi je crois qu'on peut réutiliser cette conception des appareils hégémoniques, à mon avis, pour décrire ce qui se passe dans les universités, en l'éducation en général. Althusser commence par un effort de correction d'une ligne politique. Ça veut dire que l'important pour l'Althusser, même s'il dit dans ces mots, c'était la ligne du Parti communiste français, aussi du mouvement communiste international, au commencement des années 60, une ligne qu'il considérait droitiste. Mais Althusser, à ce moment-là, avait une conception très traditionnelle de la relation entre théorie et politique. Ça veut dire qu'il pensait que la politique doit être une politique basée sur la théorie, basée sur une analyse concrète, une analyse juste de la conjoncture, sur des bases théoriques adéquates. Et alors, si on change la théorie, on changera aussi la politique des partis. Alors, c'est un effort pour une correction théorique d'une ligne politique. Ça, ce sont les limites des premières phases de l'althusérianisme. Parce que, je crois qu'il l'a réalisé peut-être plus tard, que la théorie n'est pas seulement la garantie de la ligne politique, c'est la condensation. Ça veut dire la relation actuelle est beaucoup plus dialectique. Mais ça ne veut pas dire que cet effort manque d'importance. Non, parce qu'Althusser a fait quelque chose d'important. Il a ouvert le débat sur la question de la relation entre le marxisme et d'autres traditions théoriques. Et cet premier mouvement, on peut le dire althussérien, c'est exactement ça, qu'il existe quelque chose d'original dans le marxisme. Et l'originalité du marxisme n'est pas un jeu théorique.
C'est une ONG politique, ça veut dire l'originalité du marxisme, c'est l'originalité du pensée collective du mouvement ouvrier, c'est l'originalité d'un point de vue prolétarien transformé en théorie. C'est l'antagonisme radical entre les forces de travail et le capital en termes de théorie. Alors, l'originalité du marxisme, c'est important de la défendre. Bien sûr, il y avait des problèmes dans ce mouvement initial. Par exemple, la théorie est beaucoup plus contradictoire et il a compris plus tard, parce qu'on n'a jamais une coupure épistémologique complète. Il y a toujours des traces, il y a toujours des influences, il y a toujours des... Parce que exactement, si la théorie est, utiliser la phrase de Kant, un Kampfplatz, un terrain de lutte, ça veut dire que cette lutte, on a des résultats, on a des concrets sur la théorie. Et on peut dire qu'on a eu des périodes où la grande bataille, on peut dire, entre la ligne prolétarienne et la ligne bourgeoise s'est passée dans la théorie marxiste. Alors, dans ce point de vue, Althusser avait raison, c'était nécessaire. Le problème est qu'il pensait qu'on pouvait avoir une théorie de la scientificité. Ça, c'était le problème. Parce que cette conception nous amène au cercle vicieux de toute théorie de la garantie de la connaissance. On sait que c'est impossible d'avoir une certaine sorte de garantie. Et je crois que ça, c'est aussi un aspect important de l'autocritique d'Althusser, que c'est impossible d'avoir cette forme de réside de marxation entre science et idéologie, et aussi que le seul que nous pouvons faire est toujours retourner, toujours faire l'autocritique. Je crois que c'est quelque chose qu'il prend par Mao ou par son lecture de Mao Tse-tung. Ça veut dire qu'il faut faire comme si tu es déjà dans la déviation. Tu es déjà dans la déviation, alors il faut se corriger, toujours. Et je crois que c'est la seule façon de penser un procès de correction théorique. On a toujours les déviances. Il n'existe jamais une ligne qui va juste en avant. Alors, c'est toujours comme ça. Alors, en même temps, je crois que ce n'était pas une erreur de parler de théorie marxiste comme science. Il y a toujours, bien sûr, les dangers du scientisme, mais je crois qu'il voulait dire que la théorie marxiste nous offre une manière de voir les choses, nous offre une manière, on peut dire, objective, on peut dire, qui est prêt à ce qui se passe en réalité. Et il corrige quand il dit, qu'on parle de son autocritique, que la nécessité épistémologique, c'est exactement une prise de position. La prise de position prolétarienne, c'est manque d'objectivité et la nécessité pour produire quelque chose à la fin qui est, on peut dire, objectif aussi. Il ne faut jamais oublier que pour Althusser, la connaissance, c'est toujours production. On produit quelque chose. C'est un processus où on commence par les expériences, on commence par des idées et on les transforme. Ce n'est pas seulement une clairvoyance sur ce qui se passe. Alors, l'objectivité. Aujourd'hui, on peut être peut-être plus critique à cette conception de la science. Mais je crois en même temps qu'il était quelque chose d'intéressant, parce que c'était l'époque où le mouvement communiste et le mouvement ouvrier étaient à l'ascension. Alors c'était plus facile de dire, oui, nous avons une théorie. Cette théorie est vraie. Mais
peut-être ça, c'était de cette époque, mais en même temps, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une politique de masse quand on parle que, alors je pense ça, mais c'est seulement une construction théorique, une construction sociale, je ne suis pas sûr, peut-être il y a d'autres, ça peut-être nous conduit à une relativisme, et cette sorte de relativisme ne produit pas ni de dialogue, ni d'articulation politique, il produit une sorte d'autisme collectif ou de beaucoup d'autismes différents au sein de l'ensemble. Alors, même si nous. Alors, je crois qu'on peut être. On peut encore un peu accepter cette conception, d'une façon critique, naturellement, cette conception de scientificité, ou du moins de prendre comme un point de départ. En même temps, naturellement, il faut aussi lire, par exemple, Gramsci, il faut lire ses élaborations. Gramsci aussi, il ne rejetait pas a priori la conception de la science, mais il avait cette conception que le matérialisme historique doit avoir un statut différent de tout positivisme, de toute conception mécaniste, etc. Ça, je crois que là-bas, il y a peut-être un espace de dialogue entre les différentes traditions, mais je crois qu'on a besoin de, c'est en termes de théorie, on a besoin de théorie avec, en même temps où on a besoin cette de nouvelles formes de recherche militante, de nouvelles formes d'articulation de la théorie avec l'expérience des hommes de lutte, nous devons insister sur l'importance des théories parce que sans théorie, on aura des praticismes, on aura un pragmatisme politique, et ça, dans de plus cas, nous conduit au réformisme, au électoralisme, etc. Il faut penser cette relation d'une manière plus dialectique. Ça veut dire que, par exemple, la notion des obstacles épistémologiques, que signifie-t-il? Il signifie une relation entre les pratiques sociales et les problèmes qui émergent là et la production théorique dans un procès de transformation. Dans un procès de transformation qui n'est pas seulement une question de théorie, c'est un enjeu de lutte de classe. Ça veut dire c'est la question de quel point de vue va dominer dans ce procès. Ça veut dire le point de vue de logique, le point de vue de la méconnaissance venant des relations hégémoniques des classes dominantes ou un autre point de vue venant d'une conception plus émancipatrice, venant des pratiques sociales de résistance, d'émancipation des classes opprimées, des classes subalternes. Si on pense par exemple des obstacles épistémologiques dans ces termes, on peut trouver des points de continuité avec la relation que Gramsci propose entre ce que les hommes pensent et ce que la théorie ou la science, la philosophie spontanée, la philosophie élaborée. Mais je crois que même en Gramsci, on parle d'une transformation. On parle, l'hégémonie prolétarienne n'est pas seulement l'expression de l'actualité prolétarienne, c'est une transformation des connaissances, c'est une transformation des pratiques, c'est une transformation des idées à un projet hégémonique. Ça veut dire, parce que par exemple, c'est le passage de la phase corporatiste à la phase hégémonique. Cette passage, si on parle en termes de pratiques théoriques, c'est une transformation. On peut dire alors qu'il y a une analogie entre les passages entre les strict prolétariens et la théorie dans le mouvement ouvrier, la théorie marxiste. Ça, c'est la question de transformation. Alors, parce que il faut relire la différence entre idéologie et science, cette distinction qu'Althusser fait. Ce n'est pas seulement une distinction, on peut dire, théoriciste entre les hommes qui ne peuvent pas penser et les intellectuels qui peuvent penser. Peut-être ça, c'est une lecture justifiée. On peut peut-être
trouver des exemples, mais si on prend l'ensemble d'Althusser, l'important, c'est exactement quelque chose de politique, quelque chose qui a de faire avec l'hégémonie. Ça veut dire que la dominance de l'idéologie bourgeoise dans le sens commun, pour utiliser la notion de Gramsci, c'est exactement qu'il puissent, les classes dominantes peuvent produire leurs propres connaissances, leurs propres points de vue, leur propre manière de penser et l'imposer dans la société, affecter le sens commun, etc. Les aides sans elle, ça veut dire, ça c'est de trouver des autres manières de penser, des autres manières de produire des connaissances, une autre lecture de la réalité sociale. Bien sûr, il n'existe jamais la science prolétarienne ou la science du tout sociale, mais il existe des autres formes de connaître le monde. Et ça, c'est un enjeu politique. Ce n'est pas seulement un enjeu théorique. Et dans ce sens d'une politique de la théorie, d'une politique de la connaissance, d'une politique de forme de pensée, je crois qu'il y a une analogie vraiment importante entre l'aventure althusserienne et la recherche gramscienne dans les années de prison.